La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue ce vendredi à la tête de la francophonie. Un succès diplomatique pour le Rwanda qui concrétise ainsi ses efforts d'accroître son influence en Afrique et dans le monde. Plus de 6 millions d'Ivoiriens sont appelés à voter demain samedi lors des élections municipales et régionales, dont le principal enjeu sera de mesurer les forces en présence avant la présidentielle de 2020. Et puis en Ouganda, plusieurs personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies hier jeudi dans l'est du pays. L'annonce a été faite ce vendredi par un responsable du gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue ce vendredi à la tête de la francophonie à Erevan en Arménie où se tenait le 17e sommet. Un succès diplomatique éclatant pour le Rwanda qui concrétise ainsi ses efforts constants ces dernières années en vue d'accroître son influence en Afrique et dans le monde. Les détails. J'ai le plaisir de vous informer que la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays ayant le français en partage a procédé à l'élection du secrétaire général pour un mandat de 4 ans et décidé d'élire Madame Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la francophonie. La ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo a été nommée secrétaire générale de la francophonie par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet à Erevan de l'Organisation internationale de la francophonie. L'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie face à la sortante canadienne Michaëlle Jean constitue un succès diplomatique éclatant pour le Rwanda qui concrétise ainsi ses efforts constants ces dernières années en vue d'accroître son influence en Afrique et dans le monde. Sa candidature a été soutenue par la France et l'Union africaine, présidée cette année par le président rwandais Paul Kagame. Il s'agit donc d'une victoire de l'Afrique et de la France, malgré les critiques qui pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait de la défense des droits fondamentaux et du français. La nomination de Louise Mushikiwabo ne faisait plus aucun doute depuis que sa rivale, la sortante canadienne Michaëlle Jean, avait perdu ses deux plus importants soutiens que sont le Canada et le Québec, deux piliers de la francophonie, contraints de renoncer face à la multiplication des pays se ralliant au Rwanda. Le couronnement de Louise Mushikiwabo consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, qui avait toujours été dirigée par des Africains avant Michaëlle Jean. Plus de 6 millions d'Ivoiriens sont appelés à voter demain samedi lors des élections municipales et régionales. Le principal enjeu de ces scrutins sera de mesurer les forces en présence et notamment les membres de l'ex-coalition au pouvoir avant la présidentielle de 2020. Reportage. Les Ivoiriens sont appelés ce samedi à voter dans le cadre des élections municipales et régionales. 22 000 candidats ont battu campagne pendant 2 semaines pour un scrutin qui doit aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Le principal enjeu sera de mesurer les forces en présence et notamment les membres de l'ex-coalition au pouvoir avant la présidentielle de 2020. Le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié et le RDR devenu RHDP du président Alassane Ouattara, deux anciens alliés, vont s'affronter dans de multiples municipalités. Le RHDP sera face aux opposants, mais aussi face à 389 listes indépendantes, parmi lesquelles les hommes de Guillaume Soro. Officiellement membre du RDR avec qui il entretient des relations souvent conflictuelles, Guillaume Soro soutient plusieurs listes indépendantes. L'affrontement entre son poulain Théfor Koné et le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans le grand quartier populaire à Bobo Abidjan sera sans doute l'un des plus suivis. Dans le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'aile dure du FPI a une nouvelle fois appelé au boycott du scrutin après avoir laissé entrevoir une possible participation en raison de la libération de Simone Gbagbo. Mais à l'autre camp rival du FPI dirigé par Pascal Affi N'Guessan prendra part à ces scrutins
après avoir boycotté celui de 2013. Restons en Côte d'Ivoire où environ 170 personnes provenant de 50 pays africains et représentant des services météorologiques et hydrologiques de chaque État et des institutions régionales étaient réunies à Abidjan. C'était dans le cadre des travaux initiés par EUMETSAT sur l'utilisation des données satellitaires pour le développement durable. Le directeur général d'EUMETSAT parle ici de cette rencontre. On l'écoute. Ce forum a été très important parce que les ministres africains et les groupements économiques africains ont signé la déclaration d'Abidjan qui est un appel à se préparer à utiliser en Afrique les données des nouveaux satellites Météosat qui seront lancés à l'horizon 2020-2021. Et il est très important que lorsque ces nouveaux satellites seront là, les services météorologiques partout en Afrique puissent utiliser leurs données et qu'il n'y ait pas d'interruption dans les services qu'ils rendent à leurs utilisateurs dans la prévision du temps en Afrique. Et pour ça, il faut se préparer, il faut anticiper et ça a été l'objet majeur de ce forum, se préparer pour MTG en Afrique, en se préparant techniquement, comment recevoir les données, sur quelle station de réception, comment traiter les données, mais également en se préparant sur le contenu, quelles données, et puis aussi à regarder un peu toutes les actions qui doivent être prises pour préparer cette transition, par exemple en termes d'organisation de cours de formation. Pour nous, à EUMETSAT, ce forum est un grand succès, et ce grand succès, on doit le partager avec tous les participants, parce que c'est des discussions que nous avons eues avec eux qui ont permis de faire de ce forum un succès, mais nous voulons surtout aussi le partager avec tout le peuple de Côte d'Ivoire qui nous a si bien accueillis pendant toute la semaine. En Ouganda, plusieurs personnes ont été tuées dans un glissement de terrain jeudi. Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi un responsable du gouvernement. Voici les images. Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la catastrophe qui a touché ce jeudi Bukalassi, au pied du mont Elgon, non loin de la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, restent pour l'heure peu claires. La Croix-Rouge ougandaise a évoqué ce jeudi un immense glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. Le président ougandais Yoweri Museveni a également déploré sur Twitter des glissements de terrain qui ont provoqué le chaos dans le district de Bududa, tuant un nombre de résidents qui restent à déterminer. Cependant, le gouvernement a dépêché des équipes de secours vers les zones affectées. Selon certaines sources, la catastrophe a également impliqué une rivière qui est sortie de son lit et dont l'eau boueuse a balayé un marché à Bukalassi. Il faut dire que Bukalassi se situe dans le district de Bududa, au pied du mont Elgon, une zone vulnérable au glissement de terrain, notamment en raison de la déforestation de la région au profit de zones cultivables. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dans cette région. En 2012, des glissements de terrain avaient détruit 3 villages. Au Mali, 3 militaires ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans le centre du pays. Selon des sources militaires et locales, le véhicule qui les transportait a sauté sur une mine. Plus de précisions à travers ce reportage. Un véhicule transportant des militaires a explosé sur une mine dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incident est survenu dans le centre du Mali, plus précisément entre la ville de Djoungani et Koro. Le bilan fait état de 3 militaires tués et 4 autres blessés. Selon des sources, les personnes blessées ont été rapidement transportées vers le sud et un renfort militaire est venu sur place. Un élu local du centre a affirmé qu'il s'agit d'un acte terroriste. Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, soulignait que les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti. Au cours des 3 derniers mois, 42 explosions produites à l'aide d'engins explosifs artisanaux ont été recensées, dont 38% dans les régions centrales du pays. Le Nord malien est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 qui se poursuit. Depuis 2015, les attaques se sont étendues au centre et au sud malien et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Niger et le Burkina Faso.
Une ONG marocaine dénonce la politique discriminatoire du Maroc vis-à-vis des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Selon l'organisation, les migrants sont victimes de violences et violations des droits de l'homme. Entre juillet et septembre, pour la seule région de Tanger, le nombre de personnes victimes de déplacements forcés est estimé à minima à 7 720 personnes, dont 174 femmes et 147 mineurs. C'est ce qui ressort du dernier décompte du groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants, GADEM. Lors d'une conférence de presse à Rabat, une des représentantes de l'ONG a affirmé que tous les témoignages parlent de violence et de traitements inhumains. Nous sommes dans un processus d'explication que l'engagement du Maroc vis-à-vis de son appartenance africaine et aussi son engagement vis-à-vis de ses pactes est antinomique par rapport à la répression que subissent les migrants. Nous avons fait la description de toutes les violences qu'ils subissent. Selon le groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants, au moins 89 personnes de différentes nationalités, dont 6 mineurs, ont été renvoyées dans leur pays d'origine après avoir été détenues à Tanger. Il y a un certain nombre de pratiques par rapport aux expulsions et que voilà un certain nombre de traitements avant ces opérations d'expulsion qu'il faut arrêter. C'est ça la conclusion générale de ce rapport, c'est qu'il faut arrêter tout ça. On appelle toutes les forces vives de la société, institutions, autorités, organisations de la société civile à ouvrir un débat pour pouvoir trouver une solution à cette question. Notre message est de respecter les droits fondamentaux et de respecter les législations et le droit international humanitaire pour l'ensemble de ces personnes. L'ONG dénonce aussi la situation extrêmement préoccupante de migrants originaires d'Afrique subsaharienne retenus dans des commissariats à Tanger, affirmant qu'il y a actuellement 142 personnes dans cette situation depuis plus d'un mois pour certaines. Hors du continent africain et plus précisément aux États-Unis, le Minnesota sera l'un des États les plus scrutés lors des élections parlementaires de novembre prochain. Cet État est en mesure de porter ou de freiner la vague démocrate, annoncée. Reportage. 2 meetings en moins de 6 mois, Donald Trump martèle son message dans le Minnesota. Le 6 novembre, j'ai besoin de votre vote, de votre soutien pour bloquer les démocrates radicaux. Si le président vient si souvent, c'est que les électeurs de cet État du nord du pays, comme Bill Sorg, sont précieux pour les républicains aux élections législatives de mi-mandat. Ce septuagénaire élève 300 vaches laitières et fait pousser soja et maïs sur plus de 1600 hectares. À cause de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, le prix de ces denrées agricoles s'est effondré. Les choses ne se sont pas améliorées, elles se sont aggravées. Je veux voter pour ceux qui veulent que l'économie rurale prospère. L'agriculteur ne s'en cache pas. Lui votera Angie Craig, la candidate démocrate de la circonscription. Elle concentre sa campagne sur 2 axes, la santé et la stabilité économique. Les soins de santé représentent un problème majeur dans la circonscription. Il ne s'agit pas seulement du coût de l'assurance maladie, mais de l'augmentation du coût des primes de soins de santé et des franchises. C'est un problème particulier pour nos collectivités agricoles dans la 2e circonscription du Congrès. Le Minnesota, avec son mélange de villes moyennes et de campagnes, est comme un échantillon parfait de l'électorat américain. Démocrate depuis des décennies, ses habitants n'ont pas voté pour un président républicain depuis Richard Nixon en 1972. Mais en 2016, c'est le choc. Donald Trump n'est qu'à 2 points derrière Hillary Clinton. 2 ans après, il continue de séduire. J'ai vu un impact positif. Donc, même si je ne suis pas toujours satisfaite de la façon dont Trump dit les choses, je suis contente du résultat et de ce que nous faisons pour notre pays. Ici, le mois prochain, les démocrates espèrent prendre 2 circonscriptions aux mains des républicains, mais craignent en parallèle d'en perdre 2 autres. Et puisque beaucoup considèrent les élections au Congrès comme un indicateur pour 2020, le Minnesota sera l'un des États les plus scrutés le 6 novembre prochain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.